Bonsoir, je m'appelle Raphaël Bouchard. Paris, France, 18 avril 1850. Alexandre Dumas plongea une main dans la poche extérieure de son manteau et en tira la tête de pierre qu'il avait déjà montrée à Jules Verne. Après l'avoir examinée avec répulsion durant un moment, il leva les yeux vers la scène. « Expliquez-moi, dit-il à Cagliostro. Au cours de ma vie, le nom de cette déesse a été mentionné à 3 reprises. Chaque fois, c'était dans d'étranges circonstances. Chaque fois aussi, la mention s'accompagnait d'un avertissement. Durant la séance de spiritisme, l'esprit de Léopoldine nous a avertis d'un danger que Sekhmet faisait courir à l'espèce humaine. Vous connaissez la déesse, répondit Cagliostro. À l'aube de l'humanité, lorsque Rê a mis un terme à la dévastation entreprise par Sekhmet, le corps physique de celle-ci a été détruit, mais son esprit ne fut jamais annihilé. Pendant des millénaires, elle erra dans le monde invisible, attendant patiemment l'occasion de se réincarner parmi les vivants afin d'achever son œuvre de destruction. Blêmissant tout à coup, Dumas désigna Verne d'un geste. Quand vous êtes apparu à mon collègue, vous lui avez dit que la vie de milliards d'hommes, de femmes et d'enfants était en jeu. Est-ce à dire que... Ah non, je crains d'avoir compris. Votre crainte correspond à la réalité. En effet, Sekhmet est parvenu à quitter le royaume des ombres et à reprendre vie parmi nous. La déesse du mal et de la destruction est de retour. Dumas mit la main à son front. Ses yeux étaient exorbités. « Cette statue est achetée par Nerval !» s'exclama-t-il. « La table tournante, l'explosion, ne me dites pas que... » Oui, Alexandre Dumas. Cette nuit-là, Hugo, Nerval et vous avez permis à Sekhmet de se réincarner. Par le truchement de la table parlante, vous avez ouvert un canal entre notre monde et le royaume des ombres. Dans des circonstances ordinaires, Sekhmet n'aurait disposé d'aucun moyen pour franchir ce canal. Mais ce moyen, vous le lui avez fourni, et ce, en toute inconscience. Ce moyen, c'était la statuette, compléta Dumas d'une voix rauque. Cette effigie n'était pas une banale reproduction destinée au commerce. C'était un authentique objet sacré, confectionné il y a fort longtemps par les adorateurs de Sekhmet. Sa présence a généré un flux magnétique sans précédent et il ne resta plus à Sekhmet qu'à en profiter. Voilà comment elle s'est échappée de l'éther qui la retenait captive depuis des milliers d'années. Ces révélations avaient foudroyé Dumas. Soutenu par Jules Verne, il chancela jusqu'à un fauteuil dans lequel il se laissa tomber. Pendant les minutes qui suivirent, il demeura perdu dans des pensées que l'on devinait affolantes, se tenant la tête comme sous l'effet d'une atroce migraine. « Vous n'avez pas encore tout dit, n'est-ce pas » finit-il par demander. Sekhmet la terrible a repris une forme charnelle, désignée sous le nom de Ka par les théurges égyptiens. Ses plans exigeaient qu'elle adopte l'aspect d'une femme jeune, belle et gratifiée d'une irrésistible séduction. C'est vous encore qui lui avez fourni le modèle. Dumas poussa un gémissement en enfonçant ses mains dans sa chevelure crépue. « Milady! Elle est devenue Milady de Winter !» Plus exactement, elle a dérobé son apparence et sa personnalité. En s'échappant de l'éther, Sekhmet s'est précipitée sur votre manuscrit et elle a absorbé, assimilé, consumé. Désormais, Milady n'était plus une créature de votre imagination, mais un être bien réel, augmenté de tous les monstrueux pouvoirs dont dispose la déesse du mal et de la destruction. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous n'êtes coupable de rien puisque vous ne saviez rien. C'est Sekhmet qu'il faut accuser. Sans la puissance incommensurable qui est la sienne, sans sa patience infinie et sa ruse, la catastrophe n'aurait pas eu lieu. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, Jules Verne s'adressa au comte de Cagliostro. D'après le ton qu'il employa, il était évident que la majeure partie de sa frayeur avait disparu. Si ce que vous dites est vrai, où Sekhmet se trouve-t-elle? Ces événements ont eu lieu en 1844. Depuis lors, personne n'a rapporté avoir vu une femme correspondant au signalement de Milady de Winter. En supposant qu'elle soit passée inaperçue, ces 6 années ne lui auraient-elles pas suffi pour mettre ses plans à exécution? Je n'ai jamais dit qu'elle avait choisi la France pour lieu de sa réincarnation, ni qu'elle était soumise aux lois du temps comme les simples mortels. L'endroit et la date de sa matérialisation ne sont ni l'Europe, ni l'année 1844. Le silence succéda à cette révélation. Un silence si chargé que Dumas sortit de son abattement et observa le comte lui aussi. « Savez-vous ce qui se passe présentement au New Britannia ?» demanda Cagliostro. « Vous faites sans doute allusion à cette information toute récente ?» fit Dumas après un instant d'hésitation. « Comme tout le monde, j'ai appris que le Canada avait déclaré la guerre aux États-Unis d'Amérique.
Ne me dites pas qu'il s'agit là de cette terrifiante menace qui pèserait sur l'humanité. Je vous rappelle que le Canada ne s'appelle plus ainsi depuis qu'il a proclamé son indépendance en 1838. Il porte maintenant le nom de New Britannia. Qu'est-ce que cela change? Dans une guerre contre les États-Unis, ce pays aura l'air d'un lilliputien face à un géant. Sa défaite est assurée. On se demande même pourquoi le Canada, ou le New Britannia si vous voulez, a décidé de s'en prendre à son puissant voisin. Êtes-vous bien certain de connaître la situation qui prévaut là-bas? Auditeur attentif jusque-là, Verne entra dans la discussion avec ardeur. Depuis le coup d'État perpétré en 1838 par John Colborne, autrement dit, depuis que le Canada est devenu le New Britannia, il est presque impossible de recueillir des informations sur ce pays. La presse y est contrôlée par le gouvernement. Les journaux de Québec, de Montréal, de Toronto n'arrivent à peu près plus jusqu'à nous. Si nos journalistes traversent l'océan pour enquêter sur place, la milice du tyran ne les lâche pas d'une semelle. Vous semblez mieux informé que la plupart des gens, observa le comte avec intérêt. En toute naïveté, j'imaginais que le Canada français serait un jour une sorte de France américaine. Mais quand les patriotes du Bas-Canada se sont insurgés, Colborne s'est dressé contre eux, écrasant la rébellion avant d'imposer sa dictature. Quelques Canadiens exilés chez nous ont publié des articles et des livres. Louis-Joseph Papineau a écrit « La lutte canadienne pour la liberté ». J'ai lu aussi « L'histoire du peuple canadien et de son combat contre la tyrannie » signé François-Xavier Garneau. Selon eux, Colborne songeait à attaquer les États-Unis depuis le jour où il a usurpé le pouvoir. Il rêve d'agrandir le territoire du New Britannia en occupant, de gré ou de force, toute l'Amérique du Nord. Passionné par son sujet, le jeune dramaturge ne tarissait pas. John Colborne a fondé sa tyrannie sur une soi-disant supériorité de la race britannique. En conséquence, il a aboli tous les droits de Canadiens de langue française. La ségrégation qu'ils subissent est quotidienne. La milice les maltraite, saccage leurs fermes et leurs églises. On fait des autodafés de leurs symboles, de leurs journaux, de tous les livres publiés en français. Les résistants sont enfermés dans des camps où ils subissent des atrocités. Le sort des Irlandais ne vaut guère mieux, paraît-il. Quant aux sauvages, on les massacre ou on les réduit à l'esclavage. Cette description avait accablé Alexandre Dumas. J'ignorais que la situation était aussi épouvantable, dit-il. En déclarant la guerre aux États-Unis, ce Colborne n'a-t-il pas proclamé que le New Britannia porterait dorénavant le nom d'Empire? C'est exact, approuva Jules Verne. Et il s'est lui-même couronné empereur, à l'instar de notre Napoléon. Dumas tourna vers Cagliostro un visage horrifié. Aurais-je deviné juste? Serait-ce là-bas que Sekhmet s'est réincarné? Sa matérialisation est survenue au Bas-Canada en 1837, confirma le comte. Il faut voir un rapport de cause à effet entre cet événement et l'évolution subséquente du pays. En d'autres mots, l'usurpation du pouvoir par John Colborne, sa dictature, sa déclaration de guerre résultent de l'influence maléfique de Sekhmet. À la suite de quelle machination a-t-elle réussi à l'ensorceler? Je l'ignore. Cependant, cet homme n'agit plus de sa volonté propre. Il a été subjugué par le charme, la jeunesse, la beauté de Milady de Winter. Il a été envoûté par les sortilèges de Sekhmet, la terrible. Le dictateur de New Britannia est l'instrument que la déesse a choisi pour détruire l'humanité. C'est un extrait du roman L'Empire couleur sang de Denis Côté, publié en 2002.